Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Alors cette semaine on va parler en fait des différentes vues de perspective. Donc ça sera pas très pratique, ça sera pas très de la modélisation ni quelque chose de concret, ça sera surtout du blabla. Mais c'est important, il faut que je le fasse ça maintenant parce que dans les prochaines vidéos on va revenir sur des choses que je vais dire aujourd'hui. En ce moment, je débute une série un petit peu sur le jeu vidéo 2D, vous avez dû le remarquer la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on commence à faire des petits décors pour des jeux de vidéo, des décors, des objets, etc. pour des jeux vidéo en 2D. Donc pas de la 3D, hein, de la 2D. Donc au final, on a une image. Et avec ces différentes vidéos qui viendront, euh, on va être appelé à utiliser différents types de perspectives, suivant en fait les styles de jeu dont je vais parler. Et par défaut, Cinema 4D nous offre en fait cette vue 3D, cette projection 3D, cette perspective. Alors soit vous avez ceci, soit vous avez ceci, suivant vos réglages Cinema 4D. Le fait est que ici on a une vue qui s'appelle vue perspective et qui représente en fait, si je mets un cube dedans, une vue en 3D. C'est-à-dire que soit ici j'ai des vues 2D, vue de droite, vue avant, vue de haut, qu'on peut changer hein, comme on veut. On en a d'autres même. Et ici, on a une vue en 3D, c'est-à-dire où on a une projection 3D de l'objet sur lequel on travaille, de la scène sur laquelle on travaille. Cette perspective est assez basique, elle est assez simple. Et comme la plupart des perspectives en dessin, par exemple, il y a ce qu'on appelle des points de fuite, c'est-à-dire qu'il y a en fait un petit peu la gestion de la profondeur. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire ça, le cube que j'ai mis ici, si je me mets comme ça, ici il est au premier plan, à peu près, c'est-à-dire qu'il est proche de la caméra, il est de cette taille-là, si j'en fais un double, on va en faire un double, et que ce double, je vais le mettre tout au bout là-bas, on peut remarquer que le double, même s'il a exactement les mêmes dimensions, 200 cm, 200 cm, 200 cm, ici 200 cm, 200, 200, 200 cm, les deux cubes ont exactement les mêmes dimensions, pourtant celui-ci est plus grand visuellement que celui qui est ici, parce que celui qui est ici, le double, est tout au fond de la scène. Donc il y a en fait une modification de l'échelle, pas vraiment de l'échelle, parce que ici c'est toujours la même échelle, les mêmes dimensions, mais visuellement, l'élément plus il est loin, plus il est petit. C'est normal, c'est une vue de perspective. Si on regarde aussi la grille, la grille, alors si je retire les deux cubes et qu'on regarde que la grille, les lignes qui sont représentées sur la grille sont ici très espacées, et si je vais tout regarder tout au bout là-bas, elles sont beaucoup moins espacées. En fait, chaque ligne tend à se rejoindre, en fait, on a un point imaginaire qui serait un point de fuite, qui se trouverait à peu près ici, par exemple, à peu près ici, sur la ligne d'horizon, et ça, c'est de la perspective basique. La perspective, toutes les perspectives ne sont pas comme ça. On a les perspectives axonométriques. Par exemple, dans le cas d'une perspective isométrique, une vue isométrique, les lignes ne vont pas se rejoindre tous en un point. Chaque ligne va bien rester parallèle les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que l'on n'aura pas cet effet euh, de, de taille différente en fonction de la profondeur. La gestion de la profondeur n'est pas gérée de la même façon. Et ça, c'est très important, surtout en jeu vidéo. Donc ici, par défaut, on a cette perspective-là, mais c'est pas la seule qui est présente dans Cinema 4D. On peut utiliser plusieurs types de perspectives, on en a plusieurs à disposition. On peut avoir donc une perspective isométrique, comme je dis. On peut avoir une perspective dimétrique. On peut aussi avoir des perspectives militaires, gentlemen, oiseaux et grenouilles. Alors les termes sont un peu étranges. Et pourtant ils sont là. Donc ces termes un peu barbares, étranges, on les retrouve ici dans le menu caméra. Alors dans n'importe quelle vue, hein, soit dans cette vue-là, soit dans cette vue-là, soit dans celle-là. À chaque fois on a ici caméra. Alors suivant les versions de Cinema 4D, ça peut changer un peu de place, mais c'est toujours à peu près dans les mêmes menus. Donc ici caméra, on retrouve ici perspective, celle qui est sélectionnée par défaut, et que ici c'est sélectionné. On a parallèle juste dessous. Parallèle, c'est en fait une vue où justement toutes les lignes sont parallèles. C'est donc on n'a pas cet effet de point de fuite. Et ici tout en bas, alors on a bien
bien sûr gauche, droite, face, dos, haut et bas. Et ici tout en bas on a axonométrique. Et dans axonométrique on a différentes vues. Alors je vais détacher le menu et mettre les icônes un peu plus grandes. Voilà, parfait. Donc on a celle-là. Isométrique, très utilisée pour le jeu vidéo. Même maintenant. Au début du jeu vidéo, tout au début, en fait, les jeux n'utilisaient pas vraiment l'isométrique, ils utilisaient la dimétrique. Une perspective dimétrique qui est le deuxième ici. Mais seulement, bon, c'est très proche. Il y a juste une petite différence, c'est-à-dire que isométrique a un facteur de 1 par 1 par 1 sur les trois axes, et dimétrique a un facteur de 1.1.0.5. C'est-à-dire que l'axe Y est moins grand que les deux axes, de la moitié, que les deux autres axes. Mais c'est assez proche. Le fait que les jeux vidéo utilisaient une perspective dimétrique, c'est simplement pour des raisons d'anti-aliasing et de calcul en fait au niveau des différents logiciels. Les ordinateurs étaient pas super puissants au début du jeu vidéo, et donc il fallait quand même ruser un petit peu pour justement simplifier les calculs, et la vue isométrique compliquait un peu les choses. Alors on utilisait le dimétrique, mais avec l'habitude, les gens l'ont appelé isométrique. Mais donc souvent dans les très vieux jeux, on a une vue dimétrique et les gens disent que c'est de l'isométrique. Mais bon, c'est juste un abus de langage. Isométrique donc très utilisé pour les jeux vidéo, dimétrique donc c'est très proche. Vue militaire, c'est une vue de haut tout bêtement. Vue gentleman, gentleman c'est assez utilisé pour l'architecture, les rendus architecture. Oiseaux et grenouilles, personnellement j'utilise jamais, militaire non plus d'ailleurs. Ce sont des vues de haut aussi, avec juste des petites différences, oui, que sur la hauteur, ici encore une fois, les facteurs sont différents. Nous, ici, on va surtout parler de isométrique. Dimétrique, comme j'ai dit, c'est très proche, donc je passerai un peu dessus. Les autres vues, on va pas trop en parler pour le moment. Je vais juste présenter le isométrique. On a la perspective classique, et je vais montrer aussi, ici, la parallèle, parce qu'en fait, on peut obtenir une vue isométrique avec une caméra parallèle, vu que de toute façon, c'est le même concept. Donc ici, sur une vue 3D classique, on peut voir que toutes les lignes tendent, comme je l'ai dit, vers un point unique à peu près, un point de fuite qui serait par là-bas, tout au loin, peut-être à l'infini. Et bien sûr, c'est pas la réalité, c'est-à-dire que ici les lignes sont parfaitement parallèles, sauf que dans cette perspective-là, dans cette projection 3D-là, on a l'impression que toutes les lignes se rejoignent. Ça pose problème dans certains jeux vidéo. Dans les jeux vidéo de type isométrique, justement. Par exemple, des SimCity. Alors, pas les tout derniers, parce que les tout derniers, je pense que ça a dû s'améliorer. Je sais pas, il y a longtemps que j'y ai joué. Mais dans les premiers SimCity, par exemple, dans Age of Empires, je vais essayer de sortir des images pour vous montrer un petit peu les jeux. Alors, normalement j'avais mis quelque chose de côté, donc on va trouver ça tout de suite. J'avais mis quelques exemples de côté. Je recherche dans mes fichiers. Voilà. Alors par exemple, comme j'ai dit, dans Age of Empires, donc une image du jeu. Ah, je réduis la fenêtre. Voilà. Voilà à quoi ressemble le jeu. Vous pouvez remarquer en fait que ici, les bâtiments qui est ici, par exemple, le bâtiment qui est ici, qui est exactement le même que celui qui est à côté, ce sont des bâtiments très classiques, a la même dimension que le même bâtiment qui est ici. C'est le même bâtiment dans les deux cas, sauf que celui-ci est un peu plus éloigné sur la map, et celui-ci est plutôt au premier plan. Et pourtant, ils ont exactement les mêmes dimensions. Si j'essaie de faire ça avec cette perspective-là, je vais pas avoir la même dimension. C'est-à-dire que si je fais mon bâtiment de cette taille-là, on va dire ici, si je fais un truc comme ça, je fais un bâtiment de cette taille-là, je le mets ici au premier plan, et que je fais exactement le même, et que ce même bâtiment, je vais le positionner là-bas. Vous voyez que celui qui est d'ici n'est pas de la même dimension que celui-ci. Celui-ci paraît plus gros, celui-ci paraît plus petit, parce que celui-ci est plus éloigné. Dans cette vue-là, par contre, dans cette capture-là, on peut remarquer qu'en fait, ils ont exactement les mêmes dimensions.
Et ça, c'est très important pour le jeu vidéo parce que le moteur de jeu n'a pas besoin de gérer l'éloignement des bâtiments par rapport au premier plan et au dernier plan. C'est-à-dire que le personnage qui est ici, par exemple, le personnage qui est ici, le personnage à cheval qui est ici, ici le poteau, ici ce bâtiment, tous ces éléments, qu'ils soient au premier plan ou au dernier plan, ont exactement la même taille. Si on regarde un petit peu les jeux sur Facebook, Cityville par exemple, alors Cityville, alors ce que je vais faire, je vais m'arranger pour ouvrir tout dans la même fenêtre, ça va être plus simple, voilà. Cityville, voilà, Cityville, pareil, le bâtiment qui est ici, si on retrouvait le même ici par exemple, il aurait exactement, c'est d'ailleurs c'est le même je crois mais pas dans le même sens, il a exactement les mêmes dimensions. Le bâtiment qui est ici et le bâtiment qui est ici, ce sont les mêmes et ils ont exactement les mêmes dimensions. Parce qu'ici on est sur une vue isométrique. Et ça c'est très important, ça évite en fait au logiciel qui gère le jeu, au moteur de jeu, de gérer justement la profondeur. Dans le cas par exemple des premiers Diablo, voilà, pareil, ici, l'élément qui est ici et celui qui est ici ne sont pas au même plan, celui-ci est un peu plus éloigné, celui-ci un peu plus proche, et ils ont exactement la même dimension. Le pilier qui est ici, le pilier qui est ici, a exactement la même dimension. Donc là encore, on utilise de l'isométrique pour justement éviter ce genre de choses. Éviter la modification de la taille suivant l'éloignement dans la scène. Alors Diablo 2, pareil, ici c'est de l'isométrique aussi. On retrouve ça dans plein de jeux plus ou moins anciens. Baldur's Gate c'était de l'isométrique. Fallout 1 et 2 c'était de l'isométrique. On peut voir que l'arbre qui est ici et l'arbre qui va être ici par exemple va avoir exactement les mêmes dimensions. C'est la même image qui est utilisée. Donc tous ces jeux isométriques utilise justement le mode isométrique pour éviter d'avoir à gérer la profondeur. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. Par exemple, les point and click, si je prends le cas d'un point and click, voilà, un point and click, ici, le personnage doit toujours se placer en fait à peu près sur la même zone de jeu, parce que si il s'éloigne vers le fond de la scène, s'il se rapproche de la porte qui est là-bas, il va falloir le modifier sur la hauteur, il va falloir modifier son échelle pour qu'il reste cohérent par rapport au reste de l'environnement. Alors ici j'ai pris exprès une capture d'écran de Day of the Tentacle parce que justement ici ils ont été assez malins, ils ont pallié un peu au problème en donnant ce décor totalement déformé, c'est-à-dire que tous les décors de ce jeu, si j'en montre un deuxième, voilà, sont très déformés. Ce qui fait que le personnage qui soit au premier plan ou ici un peu plus en arrière au deuxième plan, ou très loin, ça choque pas tant que ça parce que justement tout le décor est déformé. Donc ça ne se voit pas trop en fait si le personnage est plus grand que la porte qui doit passer. Donc dans le cas des points de clic, il faut gérer la profondeur, mais on peut ruser comme ça. Dans le cas en fait des jeux plutôt isométriques, on va plutôt utiliser justement l'isométrique pour pas avoir à ruser. Donc je remontre ici Age of Empires par exemple. Ici on n'a pas besoin de ruser parce que justement le bâtiment qui est ici, le bâtiment qui est ici, c'est en fait exactement la même image qui a été placée à deux endroits différents. Et on peut se balader partout dans la carte. La carte peut être vraiment très grande. Ça ne pose pas de problème. On n'a pas de souci justement de perspective, euh, de dimension des éléments qui se réduisent avec leur position sur la profondeur. Donc quand on va vouloir faire un élément pour du jeu 3D, pour du jeu 2D mais un style 3D avec Cinema 4D, on va plutôt utiliser donc là encore l'isométrique pour justement pallier le truc. Alors on va simplement pour ça aller cliquer en fait ici dans caméra, dans axonométrique et ici on choisit isométrique. Et là on passe dans une vue isométrique. C'est-à-dire qu'ici vous pouvez remarquer que la grille, chaque ligne de la grille est parallèle à la ligne qu'il y a à côté. C'est-à-dire que toutes les lignes sont bien parallèles. Il n'y a pas en fait de déformation due à la profondeur. Le losange qui est ici, qui est formé par la grille, a exactement la même taille que le losange qui est ici, tout en haut de la scène, et qui est formé aussi par la grille. C'est-à-dire qu'ici, si je mets un cube
de, on va dire 100 par 100 par 100. Si je le mets ici, j'ai un cube en 3D. Si j'en mets le double, un double, ici tout en haut, j'ai un cube en 3D exactement de la même dimension. Alors cette vue est un peu particulière, il faut s'y habituer. Dans les jeux vidéo, on s'y habitue très vite parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails. Dans Cinema 4D, comme on débute en fait généralement sur une scène vide, on a un petit peu du mal à s'y faire au début, mais c'est un truc à prendre. Plus on ajoute de détails, mieux ça passe. Donc ça posera pas trop de problèmes. Donc ici, ça c'est la vue isométrique. La vue isométrique va être très bien en fait pour créer en fait des éléments de jeux vidéo. Par exemple, on peut tout à fait créer dans cette vue-là. Je vais prendre un cube, on va le faire de 400 par 400 par 400. Voilà, on va dézoomer un peu. Je vais le rendre éditable. Je vais retirer le haut, deux murs comme ça. Et là, j'ai en fait juste un petit box qui pourrait servir pour faire une case de jeu, par exemple. Là-dedans, on pourrait imaginer ici une porte, ici une fenêtre, par exemple. On pourrait imaginer quelques meubles, etc. Ça se trouve en fait, vous trouverez ça sur Internet assez facilement, ce genre de petites choses. Je vais essayer de trouver un exemple. Alors, isométrique, dans Google Images, vous en trouverez plein. Isométrique C4D. Là, on va réduire la fenêtre, Google Images, isométrique C4D. Voilà ce que ça peut donner. Vous voyez qu'ici, tout ça, c'est de l'isométrique fait avec Cinema 4D, parce que j'ai tapé isométrique C4D, mais enfin, c'est pas toujours Cinema 4D. Vous voyez que ici, on a des petits exemples de vues isométriques, d'objets créés en vue isométrique, hein, certains directement sur le site de Maxon, parce qu'il y a des jeux en fait qui sont créés comme ça. Et plus on met d'éléments, moins ça choque en fait. Ici, ce qui choque, c'est surtout que l'on est sur une scène vide au départ et on n'a pas forcément l'habitude d'avoir cette vue-là. Par contre, dans cette vue-là, on ne peut pas ici tourner la caméra. C'est-à-dire que cette icône-là qui sert d'habitude à tourner la caméra, si je repasse en vue de perspective, ici je peux tourner la caméra et tourner autour de l'objet, alors qu'en vue isométrique, ici ce n'est pas possible. On peut se déplacer comme ça, on peut zoomer, dézoomer, on peut toujours repasser dans ces vues-là, mais je ne peux pas tourner la caméra autour de l'objet. On est figé sur cette vue-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est propre à la vue isométrique. C'est-à-dire que ici, en fait, pour créer une vue isométrique, il faut prendre une caméra de type parallèle. Donc une caméra de type parallèle, on en a une dans Cinema 4D aussi. Ici, on voit parallèle. Il faut en fait lui donner un angle H de 45 degrés et une rotation P de 35.264. En fait, c'est moins de 35.264 dans Cinema 4D parce que sinon elle se place mal. Donc en fait, ici, quand je vais travailler en fait des éléments en vue isométrique, je vais être souvent amené à switcher entre la vue isométrique et la vue de perspective pour travailler les objets. Vous pouvez remarquer aussi que la vue de perspective, on l'a dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ici, on a l'axe Y en vert, qui est ici, l'axe X en rouge, et l'axe Z qui pointe vers le fond de la scène. Quand on passe en vue isométrique, on a l'axe Y toujours, l'axe X en rouge aussi, mais l'axe Z ne pointe plus vers le fond de la scène. Le X et le Y, en fait, sont placés de cette façon. Donc la caméra est tournée. C'est-à-dire que ici, si je me mets en perspective, vous voyez que le cube que j'ai fait et dont j'ai retiré 3 faces est pas dans le même sens. Il faudrait que je me mette comme ça pour le retrouver à peu près le bon sens. C'est un petit truc à prendre, un petit truc à savoir. Donc là, je vais être obligé de switcher souvent entre perspective et isométrique. Ça va pas être pratique. Heureusement, on peut utiliser ça directement dans les caméras. C'est-à-dire qu'ici, je peux ajouter une caméra dans ma scène. J'ajoute une caméra. Cette caméra, je la sélectionne. Je vais ici, dans Objet, dans ses propriétés.
Voilà. Et ici, projection, je peux choisir les différents types de projection. J'ai perspective par défaut et ici, j'ai aussi isométrique. Donc je peux cliquer sur isométrique. Ma caméra ici passe en mode isométrique et quand je switch dessus, j'ai une vue isométrique. Alors il faut que je retrouve où le cube. Le cube, il est par là. Voilà. Alors là encore, je peux pas faire tourner la caméra. Je peux zoomer, dézoomer, je peux le déplacer comme ça, mais elle est figée en fait sur cette rotation particulière là, de 45 degrés en H et de moins 35,264 degrés en P. C'est les caractéristiques de base en fait d'une projection isométrique. Donc ici j'ai ma vue isométrique et si je désactive la caméra, je repasse en fait en vue de perspective et là on voit la caméra dont le placement est totalement faussé parce qu'en fait c'est une vue isométrique donc elle est obligatoirement calée sur les rotations que j'ai indiquées. Donc ici, pour pas qu'elle gêne, je vais simplement la cacher comme ça. Voilà. De toute façon, elle apparaît pas au rendu et c'est pas gênant. Donc je peux juste switcher comme ça sur la caméra isométrique et déswitcher pour aller travailler en fait mes modèles. Donc ici par exemple je pourrais tout à fait faire une petite table, on va faire un truc comme ça rapidement, 20, 20. Ici on va réduire comme ça, on va mettre 100, 120, 20 c'est trop, 14, 14, et puis ici je vais laisser 200, on va ajouter quelques segments comme ça, un segment comme ça, un segment comme ça, je vais rendre ça éditable, je vais aller très vite, hein, parce que ici c'est pas un tutoriel sur la modélisation, ça on va en faire, mais pas pour le moment, pas aujourd'hui, donc je suis trompé, voilà, on va faire un truc comme ça, on va faire une coupe dans l'autre sens, MS, pour biseauter, voilà, je peux zoomer dessus, on va faire les 4 pieds, je fais un truc vraiment très basique, on va faire un truc comme ça, voilà, là on va faire une petite extrusion, donc là vous voyez que j'utilise beaucoup la vue de perspective pour travailler, parce qu'en fait c'est plus pratique, ça me permet de tourner autour de l'objet, mais comme c'est destiné à du jeu vidéo, en vue isométrique, à un moment ou un autre, il faudra bien que je repasse en vue de caméra isométrique, et donc faire ça, et donc là je pourrais pas tourner autour de l'objet, donc c'est vraiment important de pouvoir justement switcher facilement entre parallèle et isométrique. On va faire un petit rebord, comme ça, alors, tac, voilà, on désélectionne tout, je peux mettre une texture dessus, et je vais mettre une texture là-dessus aussi, on va la faire d'une autre couleur, histoire de bien repérer, bien voir la différence. Voilà, c'est parfait. Et donc là, je suis dans la vue de perspective, et si je sélectionne ma caméra, tac, je repasse en vue isométrique, et je peux faire mon rendu en isométrique. Et c'est super, ça passe très bien. Donc Cinema 4D va nous permettre en fait de faire des décors en vue isométrique pour des jeux 2D de type isométrique assez facilement. Sans avoir besoin de savoir dessiner, vu que c'est des formes comme assez simples. Donc quelqu'un qui veut commencer un petit peu dans le jeu vidéo 2D avec des logiciels faits pour, faire des décors avec Cinema 4D, c'est plutôt enfantin, c'est assez simple en fait, on se débrouille assez facilement. Donc ici on a vu qu'on avait donc plusieurs types de perspectives, dont isométrique. La vue isométrique, en fait, c'est une vue, comme j'ai dit, parallèle, avec une rotation H à 45 degrés, une rotation P à moins 35,264. Ce qui fait que ici, si je veux pas utiliser une projection ici isométrique, il y a des raisons pour ça. Je peux tout à fait prendre une caméra parallèle. Alors on va faire une deuxième caméra. On va l'appeler parallèle d'ailleurs. Caméra parallèle. Et celle-là on va l'appeler caméra isométrique. Histoire de bien les repérer.
Voilà. La caméra parallèle, ici, je la passe dans ses propriétés en projection parallèle. On va switcher dessus. La caméra parallèle, ici, vous voyez que en fait, c'est pareil, tous les éléments de la grille sont parallèles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de fuite non plus. Par contre, dans cette caméra-là, je peux faire ça. Je peux tourner comme ça autour de mes objets. Ça pose pas de problème. Parce qu'elle, elle n'est pas fixée justement sur des angles. Si je veux retrouver en fait une vue isométrique avec cette caméra, il me suffit de la sélectionner et ici dans sa rotation H de mettre 45 degrés comme j'ai dit. Et dans sa rotation P, ici de mettre moins 35.264. Alors ce chiffre-là, je ne l'ai pas choisi au hasard. Vous allez sur Wikipédia, sur projection isométrique, vous cherchez projection isométrique dans Wikipédia, ou sur d'autres sites, vous verrez qu'en fait 35.264 et 45 degrés, ce sont les rotations nécessaires pour une vue isométrique, pour une projection isométrique. Donc je prends ces deux réglages, je fais entrer, et ici ma caméra parallèle a exactement les mêmes propriétés que la caméra isométrique. Alors ce que je vais faire, c'est essayer de retrouver la scène. Ici on peut voir que contrairement à l'isométrique, la caméra parallèle, l'axe Z est dans ce sens-là et l'axe X dans ce sens-là. C'est-à-dire que ici, ce que j'ai modélisé est plus proche de la vue perspective. Il faut simplement ici que j'ajoute plus 90 degrés afin de tourner la caméra autour de l'objet. Donc ici, ça va me faire 135 degrés. Je me positionne correctement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il manque des bouts. C'est simplement le clipping. C'est-à-dire que la caméra et la dimension de la scène, ça pose problème. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller désactiver le clipping sur cette caméra. Je sélectionne donc la caméra parallèle, je vais dans Détail, et ici, activer l'écrêtage de proximité, je le désactive. Tac. Cet écrêtage de proximité se règle aussi ici dans Édition, Préférences de projet. Ici, j'ai mis la préférence de projet, et on a ici, normalement, c'est dans... que je me trompe pas. Préférence du projet, oui c'est ça, préférence du projet. Et c'est normalement limite de la vue. Voilà, limite de la vue. Tac. On a ici le réglage moyen par défaut, proche, lointain, et ici on peut choisir minuscule jusqu'à énorme et personnaliser et indiquer nos propres réglages. Ça c'est pour le clipping. C'est un petit peu plus technique. Ici, comme je dis, il vous suffit d'aller dans caméra parallèle et de désactiver dans détail l'écrêtage de proximité. Vous retrouvez en fait le truc comme il faut. Et là, si je fais mon rendu, j'ai exactement la même chose qu'une caméra isométrique, mais avec une caméra parallèle. Donc caméra parallèle, caméra isométrique. Alors, il y en a une des deux que j'ai zoomé plus que l'autre, mais c'est pas gênant. La différence, c'est que la caméra parallèle, je vais pouvoir tourner autour de mes objets. Et quand je vais vouloir reprendre la caméra, la vue isométrique, il faudra ici que je remette 45 et ici moins 35.264. Alors ici c'est 45 plus 90 pour être tourné dans le bon sens. Donc pourquoi avoir deux types de caméras pour gérer l'isométrique? Autant utiliser que l'isométrique vu que c'est la même chose. En fait, l'isométrique et la parallèle ont tous les deux des soucis avec Sketch & Toon. C'est-à-dire que si vous voulez faire des rendus Sketch & Toon et que vous ne le faites pas avec une perspective classique, vous allez rencontrer des soucis. C'est-à-dire qu'il y aura des lignes qui vont être tracées en trop, il y aura peut-être des lignes qui seront tracées en moins, bref, il y aura des soucis. Dans le mode isométrique, les soucis sont assez nombreux. Dans la caméra parallèle, ils sont un petit peu moins nombreux, je trouve. Après, c'est au choix. Ça se corrige facilement dans les réglages de Sketch & Toon. Si vous allez voir le tutoriel que j'avais fait sur Sketch & Toon qui s'intitule Choisir les lignes à rendre, j'explique qu'on peut faire des sélections de lignes sur les modèles et indiquer dans Sketch & Toon cette ligne-là je veux que tu me l'affiches, celle-là je ne veux pas que tu me l'affiches. C'est ce qu'il faut utiliser pour justement pallier ce problème avec les caméras isométriques, caméras parallèles, etc., toutes les vues axonométriques.
dans Cinema 4D. Si vous faites pas ça, vous aurez des soucis. Je sais pas si dans les toutes dernières versions de Cinema 4D, ce genre de problème a été réglé. J'espère que oui, je suis pas sûr. J'ai pas l'info. Mais dans ma version 13 et dans les versions précédentes, et je crois que dans la version 14 aussi c'était le cas, il y a des soucis donc avec Sketch & Tool et les vues axonométriques. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ces vues avant de finir le tutoriel? Donc créer des scènes isométriques pour le jeu vidéo dans Cinema 4D, vous voyez que c'est assez simple à faire. En fait, il n'y a pas beaucoup à se casser la tête, hein. Ça va être surtout de l'assemblage en fait d'éléments en 3D. Comme c'est un rendu d'une image, ça sera pas une animation comme c'est fait pour les jeux vidéo en 2D et non pas les jeux vidéo en 3D. On n'a pas trop à s'occuper de l'optimisation des polygones, on a juste une image à rendre, donc généralement ça va très vite. Par contre, faire très attention aux éclairages. C'est-à-dire que si je fais comme ça une scène toute basique, on va retirer ça comme ça, on va mettre le sol de ce cube d'une couleur différente. On va dire qu'on va mettre le orange sur le sol. Ah oui, alors chose aussi importante ici, comme c'est un cube que j'ai ouvert, quand je sélectionne les côtés, on peut voir que je vais faire comme ça. Ici, le côté bleu, c'est l'intérieur du cube, le côté jaune, c'est l'extérieur. Donc ici, il faut que je fasse un CTRL A pour sélectionner toutes les faces et que je fasse inverser les normales. Voilà, c'est important parce que sinon, on pourrait avoir des soucis par la suite. Donc ici, j'ai fait un truc tout bête. Ce cube, je vais le dupliquer. Sur le double, je vais retirer cette face-là. Je vais encore le dupliquer. Sur l'autre double, je vais retirer cette face-là. Encore le dupliquer. Là, sur ce double-là, je vais retirer les deux murs. Voilà. Donc j'ai ici un cube où il y a juste le sol, un cube où j'ai le sol et un mur, un cube où j'ai le sol et un autre mur, et un cube où j'ai le sol et deux murs. Et je vais mettre tout ça dans un cloneur. Dans un cloneur. Le cloneur, je vais le mettre par exemple en mode partition sur une grille, avec un sol en quantité Y. Et là, je vais mettre, alors si je me trompe pas, ça va être un truc comme ça. Si je mets 5 comme ça, donc là on va mettre 4000. On va mettre un peu plus de manière à ce que ça se raccorde. Voilà, là ça se raccorde, 11. Donc 11 et 4000. Voilà. Et ici je fais clone, non pas par itération, mais aléatoire. Et donc là vous voyez que j'ai en fait très rapidement en fait un petit labyrinthe de fait. Alors à la place d'utiliser juste des plans pour faire les murs, j'aurais pu faire des murs en 3D un petit peu plus classe, etc., des mobiliers, etc., plus de détails, plus de choses. Ici je peux changer la source pour avoir des trucs différents. Voilà, comme ça, là j'ai un beau labyrinthe. Et si je repasse dans une vue isométrique et que je fais un petit zoom arrière par exemple, voilà, on a en fait ici un labyrinthe isométrique. Alors, je vais faire un petit peu les choses mieux parce que ici j'ai mis que deux couleurs, il n'y a aucun détail, etc. Donc ici on a juste un aplat, ça fait pas très joli. Mais plus on met de détails, mieux c'est, plus on se retrouve avec un décor isométrique comme dans les jeux 2D. Ici, comme je dis, j'ai utilisé 4 cubes seulement et j'ai pas mis d'éclairage. J'ai pas mis d'éclairage et à un moment donné, il faut bien éclairer la scène quand on va faire des éléments. Et donc, on va refaire ça. Si je veux faire ça bien, alors, comme ça, ah, je suis arrivé, comme ça. Si je veux faire ça bien, on va cacher cette caméra là aussi d'ailleurs. Tac, tac, tac. Voilà, si je veux faire ça bien, et que je veux éclairer cette zone, cet élément pour mon décor isométrique, je vais ajouter une lumière. Je vais ajouter une lumière dedans, je vais la paramétrer comme je veux, mais seulement cette lumière,
il faut qu'elle ait une incidence que sur cet élément-là. Il ne faut pas qu'elle ait une incidence sur les éléments d'à côté. Parce que la lumière, elle, que ce soit en isométrique ou en perspective classique, les ombres, le cône d'éclairage, les cônes d'ombre, vont avoir en fait un effet en fonction de la distance par rapport à la lumière. Donc je mets cette lumière-là ici, je fais mon rendu, ça fonctionne bien. Si je mets un deuxième élément à côté, on va reprendre un deuxième que j'ai fait, un deuxième à côté, on va le déplacer à côté. Voilà, si je mets un deuxième à côté et que je fais mon rendu, ici, on voit que cette partie-là est plus sombre que cette partie-là, parce que la lumière est ici et elle n'est pas ici. Et donc, ça va poser souci. Ma lumière, si elle est un peu plus basse, par exemple, et si elle génère des ombres, ici, alors on va mettre des ombres franches, voilà, ici on peut voir qu'il y a vraiment un problème. Donc, il faut en fait que ma lumière soit rattachée à l'élément auquel je l'assigne, qu'elle ait un effet que sur cet élément. Alors par exemple, ici dans projet, j'avais déjà montré ce genre de choses. On peut faire tout à fait un truc comme ça. Comme ça, elle a un effet que sur cet élément-là. Et le deuxième ici doit avoir aussi sa propre lumière. Alors, sa propre lumière, avec lui aussi son paramètre inclure. Voilà, et la lumière attachée seulement à cet élément-là. Et donc là, en fait, quand je fais mon rendu, en fait, tout est bon. C'est-à-dire que la lumière qui est ici éclaire cette zone-là, et la lumière qui est ici va éclairer cette zone-là. Et ça, il faut que je le fasse pour chaque élément. C'est-à-dire que chaque bloc que je vais faire qui servira de décor de jeu doit avoir ses propres paramètres d'éclairage pour que ce soit vraiment bien. Sinon, on va avoir des soucis avec des ombres qui passent mal d'un bloc à l'autre. Et on aura donc un effet de perspective alors que c'est de l'isométrique, il n'est pas censé y avoir d'effet de perspective. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'il faudra faire attention quand on fera justement des décors en isométrique, ce qu'on va faire bientôt. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? L'isométrique, forcément, c'est pas la seule chose qu'on peut avoir quand on veut modéliser pour le jeu vidéo. Ici, je vous parle de l'isométrique parce que c'est ce qu'on va bientôt utiliser, mais on pourrait tout à fait faire un truc qui n'est pas en isométrique et qui sert quand même pour le jeu vidéo. Par exemple, je pourrais tout à fait faire un tube comme ça, assez grand, le mettre au centre, comme ça, assez grand comme ça, retirer un côté, juste un côté, placer la caméra comme ça, et là en fait j'ai la base en fait d'une pièce. Par exemple, on pourrait mettre un sol d'une couleur. Alors là encore, il faut inverser les normales. Un sol d'une couleur, on va mettre par exemple du bleu. Hop. Ça va être très moche, mais c'est pas grave, du bleu. Des murs en blanc. Donc ici pareil, ça en blanc. Et puis un plafond en blanc encore plus clair. On va carrément aller vers le blanc absolu. Comme ça. Et en 3 fois rien, tac, j'ai un décor pour un jeu vidéo. Je pourrais faire un truc comme ça, déplacer cette caméra sur l'extérieur. Alors l'extérieur, si je me trompe pas, je regarde dans quel sens c'est mis, c'est comme ça, tac, la caméra ici. Voilà, ici je pourrais mettre une porte, ici une fenêtre, quelques meubles, une autre porte ici, et j'aurai un décor de jeu vidéo. Si je déforme un peu tout ça, je peux retrouver en fait les décors comme j'ai montré tout à l'heure. Ce genre de choses est refaisable en 3D, alors avec beaucoup de mal vu qu'il y a beaucoup de déformations. Ici c'est plutôt intéressant de faire ça en dessin ou en vectoriel, mais si c'était moins déformé, disons que ce genre de décor, juste une pièce avec une porte au fond, une porte ici, quelques fenêtres et des objets, ça se fait facilement en 3D. Donc ça c'est sûrement quelque chose qu'on sera amené à faire aussi dans les tutoriels qui suivront.
fera sans doute quelques décors justement en 3D, comme ça pour des jeux de type point and click. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on veille à ce que le personnage que je vais représenter ici par un cube, alors on va faire un truc comme ça, voilà, que le personnage que je vais représenter par un cube qui aurait cette taille-là par exemple, il faudra qu'il soit toujours à peu près sur la même ligne, c'est-à-dire que s'il va trop loin vers le fond, il sera trop petit, s'il va trop vers l'avant, il sera trop grand, il faudra qu'il soit toujours à peu près au milieu, afin de coïncider assez bien avec l'ensemble du décor, chose qu'on n'a pas besoin de gérer avec l'isométrique. Voilà, alors je regarde un petit peu mes fiches, voir si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc j'ai parlé de la vue axonométrique, isométrique, dimétrique. Oui, alors donc la vue isométrique, c'est surtout, comme j'ai dit, pour le jeu vidéo, mais aussi pour les rendus techniques, hein. C'est pas que pour le jeu vidéo forcément. C'est une vue qui est utilisée aussi pour tout ce qui est rendu technique, vu qu'il n'y a pas en fait de déformation avec la profondeur. Ça permet de garder en fait des codes qui sont très justes, que ce soit au premier plan ou au dernier plan. D'accord, c'est un petit peu moins, ça fait moins réaliste vu à l'œil comme ça, parce que on n'a pas l'habitude de cette vue-là, mais seulement c'est une vue très qui ne déforme pas, donc très très carré, très juste, avec toutes les lignes bien parallèles, bien comme il faut. Et la vue gentleman, donc plutôt pour l'architecture. Militaire, oiseau, grenouille, j'utilise jamais. Ils ont sans doute leurs utilités dans des domaines particuliers, mais bon, on n'en parlera pas. Avec Sketch and Toon, comme j'ai dit, toutes les vues axonométriques ont des soucis. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment définir dans Sketch and Toon, dans les paramètres de Sketch and Toon, dans le tag Sketch and Toon, quelle ligne il faut rendre. Et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment d'aller voir le tutoriel que j'avais fait sur Sketch and Toon qui s'intitulait Choisir les lignes à rendre. Parce que là, j'expliquais exactement comment choisir quelle ligne on veut que Sketch and Toon trace et quelle ligne on ne veut pas qu'il trace. Ensuite, donc l'isométrique est utilisée pour les jeux vidéo à cause justement du problème de profondeur. Bien que maintenant, en fait, les ordinateurs sont assez puissants pour gérer ça. Donc je pense que les derniers SimCity, je pense pas qu'ils utilisent vraiment de l'isométrique. Je crois que les bâtiments sont plus petits quand ils sont plus loin. Je sais pas, faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est comme ça. Oui, puisqu'on peut tourner les caméras un peu dans tous les sens. Mais les premiers SimCity et puis tous les petits jeux que vous trouvez sur le web, les jeux en flash par exemple, qui sont isométriques pour beaucoup, tous les dungeon crawlers, tous ceux qui ont une vue 3D fausse, c'est-à-dire c'est pas vraiment de la 3D, c'est de la 2D, mais ça représente en fait de la 3D, ce sont généralement des vues isométriques. Ensuite, on peut utiliser, comme j'ai dit, la caméra parallèle pour simuler une vue isométrique, pour obtenir une vue isométrique, en tournant de 45 degrés plus 90 pour être dans le bon sens, et moins 35.264, vous retrouverez ce chiffre sur Wikipédia si vous cherchez un peu, et désactiver le clipping, c'est-à-dire l'écreutage dans la caméra parallèle. Je leur montre bien où c'est. Ici, quand on est ici en mode parallèle par exemple, on va ici dans détail et ici activer l'écrêtage de proximité. Si vous désactivez ça, vous n'avez plus de soucis en fait d'écrêtage, alors que si c'est activé en fait, il y a une certaine zone devant la caméra qui n'est pas prise en compte par la caméra, donc elle n'est pas affichée dans la vue. Ça peut être très gênant quand on travaille. Ensuite, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah si, encore un truc que j'avais dit il y a assez longtemps. Par exemple, je suis ici dans ma vue. Voilà, j'ai mis ma caméra. Et puis, je la mets exactement comme il faut, c'est-à-dire à 45 plus 90. Ah, plus 90, voilà. Donc 135 degrés. Et ici, à moins 35.264. Ah, je me trompe. Je me trompe complètement, je le fais sur le cube. Voilà. Je vais remettre ça bien comme il faut. Parfait. La caméra, donc je la sélectionne. 45 est ici. Moins 35.264. Et ici, je vais rajouter 90 pour être dans le bon sens. Et je vais retrouver
où se trouve le cube. Voilà, donc là j'ai en fait une vue isométrique avec une caméra parallèle. Et puis, comme j'ai dit, avec la caméra parallèle, on peut utiliser ici cette icône qui permet de tourner autour des objets. Donc on peut faire comme ça. Et puis là, vous avez fait ça et vous rendez compte que c'est pas bon parce que la vue que vous aviez était bonne. Et vous faites CTRL Z. CTRL Z et puis ça marche pas. Vous pouvez cliquer ici, ça marche pas non plus. Ça fait bien CTRL Z. Bon, sur la caméra là parce que j'ai changé tout ça. Donc je vais remettre le truc comme il faut. Voilà. Mais ça ne fonctionne pas pour la vue. Et si vous n'êtes pas sur la caméra, si vous êtes simplement dans une vue comme ça, donc carrément pas de caméra, et vous avez bougé le truc comme ça, vous voulez revenir en arrière, en fait, le raccourci clavier, c'est non pas CTRL Z pour revenir en arrière sur la caméra, mais CTRL majuscule Z. Donc si je fais CTRL majuscule et j'appuie sur Z, je reviens en fait en arrière sur la vue. C'est-à-dire que là, je fais ça, je me suis trompé, CTRL majuscule Z, ça revient en arrière. Alors que CTRL Z, c'est vraiment pour les éléments physiques dans la scène. CTRL majuscule Z, c'est pour la caméra en fait ici, caméra fictive, la caméra de perspective, donc ça permet de revenir en arrière facilement. Le fait d'appuyer sur majuscule en plus, beaucoup de gens l'ignorent. Voilà, donc je pense avoir tout dit pour cette vidéo, c'était surtout parler, mais il fallait vraiment que je le fasse parce qu'en fait, les prochaines vidéos, je pense qu'on va modéliser un petit peu des décors pour des jeux vidéo 2D, et donc on utilisera la vue isométrique sans doute, la vue parallèle peut-être, ou peut-être la vue de perspective, mais avec les informations que je viens de donner. Donc il fallait vraiment que j'en parle. Voilà, donc je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.